Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver en ce samedi 26 février. Voici les titres de votre 20h. Précision du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration sur les assises nationales de la transition, l'adoption des textes de la transition et l'investiture du président de la transition. Le lieutenant-colonel Dabanaon annonce la date du lundi 28 février 2022 à Ouagadougou pour ce faire. Enlèvement de 5 employés de Médecins sans frontières au nord du Cameroun dans la nuit du 24 au 25 février. L'on ignore les raisons de ces kidnappings, mais ce qui est connu par contre, c'est que l'extrême nord du pays est sujet à des opérations de groupes djihadistes. Nous démarrons cette session avec le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration MPSR qui était face aux hommes de médias ce samedi 26 février. Avec le lieutenant-colonel Dabanaon, les échanges ont essentiellement porté sur la tenue des assises nationales de la transition qui se tiendront le 28 février prochain, prévues pour se tenir à la salle des banquets de Ouaga 2000. Ces assises nationales réuniront toutes les forces vives ainsi que les représentants des personnes déplacées internes. Le point dans ce reportage signé Serge Kabori. Lundi 28 février 2022, c'est la date choisie par le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration MPSR pour la tenue des assises nationales, 72 heures après avoir reçu les conclusions des travaux de la commission technique indépendante chargée de proposer des projets de texte et un agenda de la transition. La tenue de ces assises nationales va permettre l'adoption des textes de la transition ainsi que l'investiture du président de la transition. Ces assises nationales sont prévues pour se tenir le lundi 28 février 2022 à la salle de conférence internationale de Ouaga 2000 à partir de 8h00. Les travaux des assises consisteront à l'examen et à l'adoption de la charte de la transition, l'examen et l'adoption de l'agenda de la transition, l'examen et l'adoption de la charte de valeurs, la désignation du président de la transition et son investiture. Ce processus consensuel de validation voulu par le président du FASO s'inscrit dans la logique de prendre en compte les aspirations profondes de notre peuple et d'impliquer tous les acteurs du processus. Ces assises nationales sont le fruit de la réflexion et de la contribution des forces vives afin de permettre au Burkina Faso de fonctionner avec la formation d'un gouvernement. Nous sommes à plus d'un mois sans les organes qui permettent à un pays de fonctionner. Et depuis donc le 24 janvier, c'est vrai, les secrétaires généraux des départements ministériels ont instruction ferme du chef de l'État d'expédier les affaires courantes. Mais le Burkina Faso a besoin d'un gouvernement et des organes pour pouvoir aller de l'avant. Pour ce qui est du choix du président de la transition qui sera investi, le MPSR a été on ne peut plus clair. Dans le principe, en prenant en compte tous les travaux qui ont été faits par la commission technique indépendante, il est apparu qu'un président de transition est différent du président qui a prêté serment le 16 février. Mais il n'est pas différent dans la réflexion qui a été faite par la commission technique. Il faut de la forme dans les réflexions qui ont été menées. Et donc, non, le président de la transition n'est pas différent du président du MPSR. En ce qui concerne la situation sécuritaire, le MPSR annonce qu'il s'agit d'un processus qui pourrait s'étendre sur 2 années. L'avènement du MPSR le 24 janvier 2022 ne signe pas la fin du terrorisme le 25 janvier 2022. Ceux qui mettent en œuvre directement et qui sont impliqués sur le terrain tous les jours, ils ont été consultés pour nous dire, lors des 2 semaines de travaux, combien de temps pensez-vous que la mission de lutte contre le terrorisme pour permettre un retour progressif des personnes déplacées internes, combien de temps l'évaluerez-vous? Ils nous ont dit qu'il faut environ 2 ans.
Et selon nous, 2 ans n'est pas une durée figée. 2 ans requiert un certain nombre de préalables. La tenue de ces assises nationales vise à recueillir les recommandations des forces vives et à valider le document final qui servira de boussole aux actions à entreprendre pour conduire le Burkina Faso vers des élections libres et transparentes. Soif intense, amaigrissement, fatigue générale, envie fréquente d'uriner, ce sont là quelques signes qui peuvent évoquer un diabète. Le diabète est un trouble de l'assimilation, de l'utilisation et du stockage des sucres apportés par l'alimentation. Bernard Ouedraogo, agent de santé à la retraite, développe la maladie depuis maintenant 6 ans. Il a eu la chance de détecter le mal à taux, d'où un changement radical de ses habitudes alimentaires. Membre de l'association Vivre avec son diabète, Bernard Ouedraogo s'investit dans la sensibilisation pour prévenir la maladie. Nous l'avons rencontré pour vous il y a 2 jours et c'est sans tabou qu'il vous parle de son expérience de diabétique. Michael Tougri. En 2015, suite à un contrôle de santé, les résultats relèvent que Bernard Ouedraogo, infirmier à la retraite, fait de l'hyperglycémie. Plus tard, il sera déclaré diabétique, une maladie qui se traduit par un taux trop élevé de sucre ou de graisse dans le sang. Pour Bernard Ouedraogo, il est conscient qu'il ne pratiquait pas le sport et son alimentation était déséquilibrée. Je me suis rendu compte qu'à un moment donné, je pissais beaucoup. C'est-à-dire, dans la nuit, je peux me lever 4-5 fois pour faire des pipis. Et j'ai commencé, en tout cas, j'étais obèse, mais je commençais à perdre le poids. En fait, étant dans le milieu, j'ai compris qu'il faut faire le contrôle et puis voir. Quand vous voyez quelqu'un qui boit beaucoup, il mange beaucoup, il pisse beaucoup, il est beaucoup fatigué, moins de tests, il dit qu'il est fatigué, il faut faire un test de glycémie pour voir. C'est ça qui sont des signes évocateurs. Cette maladie peut être favorisée par une prédisposition génétique ou liée au mode de vie. Bernard Ouedraogo, cela fait plus de 6 ans qu'il vit avec la maladie, mais en patient averti, il s'est fixé un régime alimentaire adapté à la situation. Avec une glycémie qu'il contrôle, Bernard Ouedraogo, membre de l'association Vivre avec son diabète, vient en aide aux victimes de cette maladie avec l'appui de ses partenaires. Nous avons comme activité dans notre association de faire des sensibilisations couplées de dépistage. Par le biais de l'ONG Santé Diabète qui nous appuie et puis le World Foundation Diabète qui soutient les associations, le monde communautaire à faire la sensibilisation et le dépistage. Ne faire pas d'activité physique, facilement on deviendra en tout cas avec le temps hyperglycémique et donc diabétique. Pour éviter d'être victime du diabète, Bernard Ouedraogo ne manque pas de conseils pour la population. Pratiquer le sport, avoir une alimentation équilibrée, mais surtout ne pas manquer de faire son test de dépistage de la glycémie. Manger équilibré, et faire beaucoup d'activités physiques, c'est-à-dire au moins 30 minutes de sport pour transpirer. Activité physique de 30 minutes, 4 jours ou 5 jours sur 7. C'est déjà bon pour pouvoir être équilibré. Et il faut faire les glycémies de façon répétée. Il faut faire beaucoup attention aux huiles, aux graisses, et surtout aussi au sel. L'excès de sel aussi, il faut faire très attention. Donc, le gras, le sucre. Le constat explique l'agent de santé à la retraite Bernard Ouedraogo. Des cas de diabète sont détectés chez des patients de plus en plus jeunes. Cette maladie, dite silencieuse, représente la 7e cause de décès dans le monde. Au Burkina Faso, selon des données, environ 1 million de personnes souffrent du diabète. Le 21 février dernier, la situation était très tendue entre les étudiants et la direction générale du Fonds national pour l'éducation et la recherche FONER. Cette tension avait d'ailleurs abouti à une marche des étudiants à Ouagadougou. Leur mécontentement est lié au rejet de plus de 5000 de leurs dossiers au FONER. Pour beaucoup d'étudiants, ce soutien financier est vital. Du coup, s'en voir privé est simplement impensable. À l'université professeur Joseph Kizerbo de Ouagadougou, nous avons rencontré quelques-uns d'entre eux qui ont bien voulu se prononcer sur la question. Sanata Seri. Coro F, comme l'appellent communément les étudiants, le Fonds national pour l'éducation et la recherche FONER est un trésor dont la valeur est inestimable pour un étudiant des universités publiques au Burkina Faso. Il y a quelques jours, plusieurs centaines d'étudiants ont pris d'assaut les rues de la capitale pour réclamer ce qu'ils disent leur revenu de droit.
Une marche que certaines personnes ont jugée inutile et inopportune. Mais pour les étudiants, c'est tout autre chose. Ce fonds, selon eux, ne les aide pas seulement sur le plan académique, mais constitue une source de subsistance. Il leur permet également de survivre au regard de leurs conditions de vie difficiles. Lorsque on prend la majorité, ceux-là qui arrivent sur le campus ici, les universités publiques, sont ceux-là généralement qui sont issus de familles misérables. Excusez-moi du terme, de familles pauvres. Ça ne va pas. Il y a plein de nos camarades ici, lorsqu'ils prennent le fonds, souvent il y a d'autres de leurs parents qui les demandent à ce qu'ils ramènent un peu une somme au niveau de la famille pour que la famille puisse se gérer. Ce n'est pas facile pour l'étudiant ici à l'université. C'est lamentable, hein? La situation est vraiment difficile. En tant qu'étudiant ici au Burkina Faso, il y a assez de réalités ici qui vraiment ne facilitent pas vraiment les études. Nous voyons beaucoup d'étudiants qui souffrent ici. C'est très compliqué, il faut le dire ici, parce que les gens n'ont pas les mêmes chances ou bien n'ont pas les mêmes, capacités ou bien les mêmes idéologies pour entreprendre et autres. Donc certains comptent beaucoup sur ça. Et aussi il y a des situations familiales aussi qui sont là. Le FONER, c'est vraiment un point vital pour la formation. Voilà, surtout que nous venons des parents à situation sociale pas vraiment aisée. Le FONER, c'est vraiment ce qui nous maintenait vraiment dans les salles de classe. Parce que quand vous regardez un peu ces étudiants qui sont obligés de déserter les salles de classe à la recherche peut-être d'un pain pour assurer leur formation, il y a des étudiants qui ne reçoivent même pas de l'aide d'un parent. Voilà, c'est-à-dire quand le FONER tombe, ils gèrent ce FONER-là durant toute la... Pour beaucoup d'étudiants, leur privé du FONER, c'est les conduire à l'abattoir. Et certains sont prêts à se sacrifier afin de pouvoir bénéficier de cette allocation. Les étudiants connaissent très bien l'importance du FONER. Pourquoi il faut sortir pour réclamer le FONER? Je pense que c'est de notre devoir. C'est une aide qui nous est octroyée pour nos études. Voilà, le FONER, ce n'est pas juste pour dilapider, s'asseoir, non. Parce qu'il y a des recherches qui doivent être faites. Donc franchement, dire que le FONER ne représente pas, ce serait mentir. Ça représente beaucoup pour nous. Nous sommes dans un pays qui est beaucoup endeuillé ces dernières années. Et beaucoup d'étudiants sont orphelins. Beaucoup d'étudiants ont vu leurs biens matériels ainsi que celles de leur famille piétiner, aller en feu à cause bien sûr du terrorisme. Et je pense que la priorité actuellement pour le gouvernement, c'est comment au contraire, comment canaliser ces étudiants-là. Mais aujourd'hui, quand on nous dit qu'il n'y aura pas de FONER, c'est inquiétant. Et quand aujourd'hui on dit que le FONER ne sera pas attribué à tel ou tel, c'est vraiment, c'est amener ce dernier à l'abattoir. Tant qu'il y aura un mot d'ordre sur la question du FONER, je serai vraiment à tout cœur et je ferai tout pour qu'on puisse vraiment m'entendre. Le FONER aussi a été une lutte acharnée de nos aînés. Voilà, ils ont lutté pour que non seulement on maintienne le FONER aussi, pour qu'on améliore un peu. Donc si actuellement on veut prendre des mesures pour empêcher certains étudiants d'avoir le FONER, je pense que c'est de notre devoir moral de sortir, dire non au cas où si on doit sortir. En tout cas, moi je suis prêt. L'autre réalité du FONER, c'est son arrimage au calendrier académique. Avec le chevauchement des années dans les universités publiques, beaucoup d'étudiants consomment la moitié du fonds qui leur revient de droit au cours de leur cursus, bien avant de commencer les cours. Moi, je suis de la promotion 2016 et jusqu'à présent, nous sommes encore sur le campus. Lorsque nous sommes rentrés en L1, en licence 1, nous avons fait 1 an en S1. D'abord, nous avons fait presque 1 année étant à la maison. On a compensé le cours. On a eu le bac en 2016. Normalement, on devait commencer le cours en octobre 2016. Mais nous avons commencé le cours pratiquement fin année scolaire 2017, c'est-à-dire en avril 2017. Plein de nos camarades avaient déjà pris la deuxième tranche, la première tranche, la deuxième tranche. Et nous, certains aussi ont eu à prendre la troisième tranche. Ça a été toujours au niveau du cursus normal. On doit vraiment penser notre système éducatif parce que c'est très archaïque. Un étudiant qui a peut-être eu le bac en 2017 et qui se voit commencer les cours peut-être en 2018, vous voyez, il y a 1 an qu'il a perdu. Et s'il avait un temps pris sur son FONER, c'est normal que quand il va commencer les cours, le FONER ne puisse pas être là. Donc c'est en fait de penser même, de réformer le système dans tout son ensemble. Cette année, plus de 5000 étudiants ont vu leur dossier rejeté par la Direction générale du FONER.
Un rejet qui est dû non seulement aux ressources limitées du dit fonds, mais aussi aux dossiers qui ne remplissent pas les conditions d'admissibilité, selon la directrice générale du FONER. Des raisons qui ne semblent pas convaincre les étudiants qui entendent poursuivre leur lutte dans les jours à venir. Le FONER est constitué d'une aide qui s'élève à 175 000 francs CFA et d'un prêt d'une valeur de 225 000 francs CFA par an. Les conditions d'octroi ont également connu un durcissement ces dernières années. L'âge est passé de 25 ans à 23 ans et la moyenne de 5 à 8. Le label de production hors série Universal a présenté au public burkinabé hier vendredi la Dynastie des Lions, composée de 7 artistes du pays. Ce groupe musical apporte une compilation de 10 titres avec des styles musicaux qui ramènent à l'afro-blues, au dancehall et à l'afro-pop reggaeton. L'œuvre qui a officiellement été présentée aux hommes de médias entend porter haut le patrimoine musical à burkinabé. Serge Kabori. La Dynastie des Lions, un regroupement de 7 artistes qui offre aux mélomanes burkinabés et africains un album de grande facture avec un esprit de patriotisme. Présenté au public burkinabé devant parents, amis et connaissances, c'est une compilation de 10 titres savamment orchestrés avec plusieurs couleurs musicales. Moré, Gurunsi, Bissa, Diola, anglais et même espagnol, autant de dialectes qui font de cet album une richesse avec des styles musicaux composés de world music, d'afro-blues, d'afro-R&B et rap, ainsi que de dancehall et afro-pop reggaeton. Ça a commencé, ça fait 1 année et demie, et pendant 1 année et demie, on n'a pas voulu faire du matu-vu. On s'est dit que l'urgence était telle qu'on devait travailler beaucoup et prouver que des jeunes burkinabés peuvent donner beaucoup d'amour et peuvent donner une certaine qualité, justement, qui peut repousser les limites. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde les médias sur l'international, c'est clair qu'il y a un manque par rapport à nos ambassadeurs de la musique. Donc du coup, il y a une certaine expertise que nous avons. Et pendant 1 année et demie, on est rentré en résidence de création. Et ce lancement, c'est juste en fait pour présenter à la presse et au public qu'à partir de maintenant, il faut compter avec le Burkina, que les choses ont changé, que les jeunes burkinabés, ils ont du style, ils ont de la fraîcheur. Composé de 7 artistes musiciens, auteurs, compositeurs et interprètes, chacun des 6 artistes présente un single et le 7e artiste Malik, autrefois connu sous le nom de Likma, apporte un maxi de 4 titres en prélude de son prochain album. Nous avons Likma qui revient sous sa forme de maturité avec un nouveau nom qui s'appelle Malik Lion, qui est son vrai nom. Et Malik a son album qui est déjà bouclé. Nous avons Seven Time qui est un peu dans le dancehall, raga, tout et tout, qui évolue dans son univers, qui est en train de progresser vers la finalisation de son album, ainsi que Maïti, ainsi que Sigian, ainsi que Foléon, qui est dans le traditionnel, qui chante en Bissa, mais qui exporte. Voilà. Nous avons Sigian qui chante en moré, qui exporte parce qu'il faut de la finesse. Voilà, toutes les langues, on peut chanter dans toutes les langues. L'objectif de la Dynastie des Lions, c'est de contribuer à développer les acquis de la musique au Burkina Faso pour un considérable impact économique, culturel et social pour les Burkinabés et les Africains. J'ai fait quelques années hors de la musique, ça m'a permis de vivre et voir beaucoup de choses que je viens raconter dans cet album-là. Voilà. Vous avez dit label. C'est un label nouvellement connu qui vient faire ses preuves. C'est un groupe de personnes très motivées qui cherchent à donner quelque chose de nouveau, qui cherchent à donner un nouveau souffle à la musique burkinabé. Et c'est quelque chose que moi, j'apprécie particulièrement. Donc je n'ai pas eu de problème à intégrer le groupe. Offrir un brin de rêve et un bol d'oxygène à une jeunesse en quête de rêve dans un contexte de résilience, redynamiser l'esprit et l'art du spectacle dans une dimension technique de sorte à consolider les partenariats publics, techniques et financiers, autant de rêves pour lesquels la Dynastie des Lions entend se donner les moyens d'y arriver.
Il est indéniable que faire du sport est bénéfique pour la santé, mais encore faut-il pratiquer une activité physique sécurisée et adaptée pour optimiser ses bienfaits. Parmi la panoplie de salles de sport existant à Ouagadougou, il faut compter avec le centre professionnel à sport santé Midra. Cet espace a pour vocation première de mettre en place un dispositif sport santé au profit de la population. La salle est située à Cambouensin, un quartier à la périphérie de la ville de Ouagadougou. Mamidriana Kamabou et Saint-Ger-Kouma. Il est 18h lorsque nous arrivons dans les locaux de sport santé Mitre. C'est également l'heure choisie par bon nombre de clients leur séance de sport. Du vélo et de la marche, tout est au programme pour se maintenir en forme. Le plus jeune s'adonne au karaté et à la musculature. Ce centre est un dispositif d'accompagnement et de promotion de la pratique d'activités physiques et sportives. Il a été créé dans l'objectif d'offrir au travers d'un programme éducatif, préventif et thérapeutique une accessibilité plus importante à la pratique d'activités physiques adaptées à tous. Nous avons constaté à l'ISSDH lors de notre formation que des collègues ont mené des recherches sur la pratique inadaptée de l'activité physique orientée vers la santé. On conseille d'aller pratiquer du sport, on prescrit même souvent dans quelques structures de santé la pratique sportive. Mais où aller pratiquer de façon sécurisée, vers qui tourner. Donc cela nous a amené à s'associer entre professeurs des activités physiques et sportives du ministère des Sports à créer ce centre-là. À Sport Santé Mitre, lorsqu'un client arrive pour la première fois, un bilan complet de son alimentation et de santé est établi afin de lui établir un programme adapté à son cas. C'est toute la particularité de ce centre qui est composé d'un équipement technique pluridisciplinaire. Ce qu'on a comme particularité ici est qu'on a une équipe pluridisciplinaire composée de techniciens des sports, des activités physiques et sportives. On a des étudiants, on a un médecin, on a un nutritionniste. Et donc l'intervention pluridisciplinaire est notre particularité. Aussi, nous pratiquons de façon sécuritaire en respectant bien sûr, en adaptant notre pratique à la personne. Pour des raisons de santé, une activité sportive régulière et contrôlée a été recommandée à Karim Sawadogo par son médecin. Et c'est ici à Sport Santé Mitre qu'il s'est confié depuis maintenant quelques mois avec des résultats probants à la clé. C'est des suites de maladies. Mon médecin m'a conseillé de faire le sport. Et j'ai vu que c'était vraiment l'indication. Et je me suis adonné. Depuis que je me suis adonné, je vois le bénéfice que j'en ai tiré. Josiane Zongo n'a pas attendu d'être malade pour franchir le pas. Elle a choisi librement de s'adonner à la pratique du sport. Et elle dit percevoir les effets positifs. J'ai commencé le sport, ça vaut environ, ici précisément, ça vaut 5 mois. Je suis venue librement, sans recommandation. Mais quand je suis arrivée au départ, j'avais 95 kilos. Et je vois aujourd'hui, je suis à 86 kilos. Donc je vois qu'il y a une nette amélioration sur mon poids. Voilà, donc je sens que ça va beaucoup. Entre-temps, j'avais un problème de genou. Je suis venue expliquer aux prestataires, aux coachs. Ils m'ont adopté un rythme de sport adapté en tenant compte de mon genou. Et voilà, je n'ai pas pris de produits, rien, et j'ai obtenu la guérison de mon genou. Donc vraiment, je peux dire que le sport, là, ça fait du bien à l'homme, à l'organisme. Vraiment, ça fait du bien. La responsable du centre invite tout le monde à s'adonner à la pratique du sport car les effets positifs ne sont plus à démontrer sur la santé. L'activité physique pratiquée de façon adaptée et sécurisée aide entre autres le pratiquant à mieux gérer son stress, à diminuer les risques d'accidents cardiovasculaires et aide à lutter contre le surpoids.
En titre, vous l'avez entendu, 5 employés tchadiens, sénégalais, franco-ivoiriens et camerounais de Médecins sans frontières ont été enlevés ce jeudi 24 février par des hommes armés dans l'extrême nord du Cameroun. La région où ils ont été kidnappés est régulièrement le théâtre d'opérations des groupes djihadistes. Les circonstances de cet enlèvement restent jusqu'à l'heure floues. 5 employés de Médecins sans frontières, MSF, ont été enlevés dans le nord du Cameroun dans la nuit du 24 au 25 février. Vendredi, la disparition de 3 travailleurs humanitaires, un franco-ivoirien, un sénégalais et un tchadien, ainsi que de 2 gardes de sécurité, a été signalée par un responsable de l'administration locale. La veille, des hommes armés se sont introduits dans les locaux de MSF et ont capturé ces 5 personnes pour les emmener à Fotokol, à la frontière avec le Nigeria. Les groupes djihadistes Boko Haram et l'État islamique en Afrique de l'Ouest attaquent régulièrement les civils et les militaires dans cette zone. Si les autorités locales, le préfet du Logo Nechari et le maire de la commune de Fotokol soutiennent l'hypothèse que les ravisseurs sont issus de l'un de ces groupes djihadistes, le responsable MSF, lui, qui a souhaité garder l'anonymat, précise qu'un coffre-fort a été ouvert sur les lieux de l'agression et que rien ne laisse penser pour le moment qu'il s'agisse d'une attaque terroriste. Les forces de défense et de sécurité sont à la recherche de ces assaillants. Fin de cette session, mais comment vous quitter sans vous inviter à notre petit voyage touristique et comment résister à cette magnifique vue aérienne des chutes Victoria. Vous le savez, elle figure parmi les plus spectaculaires chutes d'eau du monde. À cheval entre la Zambie et le Zimbabwe, il est possible de les observer d'un côté ou de l'autre. Toutefois, le côté zimbabwéen est le plus privilégié. Sur cette merveille naturelle, je vous souhaite un agréable week-end. Bonsoir.